à parler aujourd'hui, ils sont 3000 dans notre département à aujourd'hui. Ce sont des architectes de l'ombre de nos paysages qu'ils façonnent et qu'ils entretiennent souvent dans la plus grande indifférence. Ils participent à la construction d'un des plus puissants piliers économiques du pays catalan. C'est eux aussi qui sont le lien entre les différents territoires, entre le Ribéral et ses vergers, entre la plaine de la Salanque, entre les vignobles des Fenouillettes ou de la Côte Rocheuse, et j'en citerai encore bien d'autres. Ils sont la colonne vertébrale de notre identité aussi. Je veux parler du monde agricole et de ses agriculteurs, sujet auquel nous sommes particulièrement attachés, parce qu'à l'Olivier, nous avons la conviction que notre agriculture est un de nos meilleurs leviers pour sortir, comme le disait Joanne, de la morosité ambiante. Celui que je vais vous présenter connaît parfaitement le combat agricole dans toutes ses dimensions, syndicales, coopératif et humain. Le verbe renoncer n'appartient pas à son vocabulaire. Sans fléchir et à bout de bras, et sans compter son temps, il a permis à plus de 200 salariés du monde agricole de rester en activité. Au nom de toute l'équipe de l'Olivier, et avec beaucoup de plaisir, j'appelle Jean-Marie Roger et je vous demande de doubler l'applaudissement pour ce monde agricole que nous vous présentons. Merci à vous. Merci Christine. Mesdames et messieurs, si vous le permettez, juste avant de débuter mon intervention, afin de vous faire part de ma vision de l'agriculture catalane, je vais prendre quelques secondes pour me présenter un petit peu. Beaucoup d'entre vous ne me connaissant certainement pas. Je m'appelle donc Jean-Marie Roger, j'ai 44 ans, je suis marié et père de 3 enfants de 20, 16 et 10 ans. Avec mon épouse, nous sommes maraîchers, céristes sur la commune de Pézières-la-Rivière. Nos principales productions étant la salade l'automne et l'hiver, pour faire simple, et le concombre le printemps et l'été. Je suis issu avec beaucoup de fierté d'une famille de paysans, représentant moi-même la 4e génération. Vous dire encore que j'ai eu le plaisir d'occuper pas mal de fonctions au sein du monde agricole, notamment dans le syndicalisme, en ayant été président il y a quelques années de la FDSEA. Aujourd'hui, je me consacre, Christine vous l'a dit, je me consacre pleinement aux destinées d'une coopérative maraîchère, Plaine du Roussillon, en présidant son conseil d'administration. Christine, rassure-toi, j'ai bien compris que mon temps est compté, si je puis dire. Je vais donc essayer de garder votre attention durant une petite quinzaine de minutes. Mesdames et messieurs, d'abord quelques remarques. C'est la première fois que j'interviens publiquement dans un contexte hors cadre, c'est-à-dire en dehors de tous mes mandats professionnels. En effet, j'ai toujours eu pour habitude de décliner les sollicitations si j'estimais leur caractère trop politique, non pas par manque de conviction sur le sujet, mais pensant que l'agriculture, en tout cas locale, doit, au travers de ses responsables, se tenir un peu à l'écart des clivages de tous bords. J'ai donc accepté cette fois, parce que l'engagement de l'Olivier, bien que politique lui aussi, me sollicite sur un thème qui m'est cher, le devenir de l'agriculture catalane, et que de façon modeste, si je peux éclairer votre lanterne sur notre profession, il me semblait important de le faire. Je ne vous cache pas non plus que j'aurais également accepté le même genre de proposition si d'autres organisations politiques m'avaient sollicité, dans les mêmes conditions de clarté que ce soir. Un dernier point, fidèle à mes convictions et mon franc-parler, je préfère préciser à toute fin utile que mon propos n'aura pas l'ambition ce soir de nous faire plaindre, et encore moins de vous faire pleurer, mais simplement d'essayer de vous faire mieux appréhender notre agriculture catalane avec ses forces et ses faiblesses. Ceci étant dit, parler d'agriculture de façon générale serait une erreur en soi, car en France, j'y tiens, il n'y a pas une agriculture, mais bien des agricultures. Trop d'amalgames entretiennent la confusion. La nôtre, celle qui m'intéresse, est différente, parfois décalée et souvent incomprise dans la sphère politique. En effet, nous, avec une viticulture à haute valeur qualitative, mais pas assez rémunérée et à trop faible rendement, celle-ci a du mal à faire vivre les hommes et les femmes qui y travaillent tous les jours. Nous, avec une filière fruits et légumes de premier plan, reconnue partout, il faut le dire, mais délibérément bradée sur l'échiquier de la mondialisation, de la balance commerciale et des considérations géopolitiques qui nous échappent, elle diminue malheureusement chaque année. Et enfin, avec une filière élevage ultra dynamique, réputée pour ses démarches de qualité à circuit court, mais tellement vilipendée
par trop de décérébrés qui n'ont toujours pas compris la différence entre les mots extensif et intensif, elle peine à se développer. Pourtant, mesdames et messieurs, je le clame haut et fort. L'agriculture catalane est un atout majeur pour le département. Dommage encore que trop de gens d'ici n'en perçoivent même pas sa richesse et surtout son intérêt. Pour commencer, je mettrai en avant la notion de territoire. L'agriculture catalane, c'est les 4 principales filières de production réunies dans un même département. Les vignes, les vergers, les jardins et les pâturages, chose quasi unique. Imaginez un instant Collioure, Banyuls, la vallée de la Glie par exemple, sans vignes. Imaginez la vallée de la Tête sans les vergers, ou le Riberal et la Salanque en désert. Imaginez la Cerdagne et le Cap-Cyr en friche géante. Quelle gueule aurait ce département? Parlerait-on aussi facilement du tourisme, des paysages, de contrées bénies des dieux, sans voir cultivés et entretenus nos territoires de schiste, de granit, de terres graveleuses ou de terres maraîchères? Peut-on aussi raisonnablement imaginer un département comme le nôtre, bâti que de maisons, de lotissements ou de cités entre mer et montagne? La tentation de s'accaparer le foncier agricole pour l'urbanisation devient de plus en plus prégnante dans beaucoup de communes. En ce qui me concerne, il me semble évident que sans concertation entre les acteurs économiques, politiques et institutionnels, on va rapidement vers de gros problèmes. Le monde agricole devra certainement faire des concessions sur le partage du territoire, mais sans une vraie politique de sauvegarde du foncier agricole, il disparaîtra à tout jamais, laissant la place au béton bon marché, aux sangliers et aux incendies aux portes des habitations en été. Selon la Chambre d'agriculture, le foncier bâti a augmenté de 171% en 7 ans. Quand la population augmente de 1,3%, la tâche urbaine, elle, augmente de 3,7 par an depuis 30 ans. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ceci dit, il sera aussi difficile d'empêcher l'agriculteur de vendre une terre urbanisable sous prétexte qu'elle est excellente, quand on sait qu'il touchera après une vie de travail une extraordinaire retraite de 750 € par mois. Qui d'entre vous dirait non en pareil cas? Sachez que même en cette période de déprise, la profession est toujours demandeuse de parcelles restructurées, facilement irrigables et accessibles. Cette réflexion devra intégrer tous ces paramètres qui, vous le voyez, vont bien au-delà de la simple politique agricole. Et sans vouloir faire de l'intégrisme primaire, la sauvegarde du territoire doit être l'affaire de tous. C'est notre patrimoine, c'est notre avenir. Après avoir rapidement évoqué la notion de territoire, je me dois d'enchaîner avec la partie sûrement la plus importante, qui est l'économie agricole. Il y a quelques années, je débutais souvent mes interventions en précisant que notre agriculture était comparable à une équation à 3 inconnus. Première inconnue, quand on plante, on n'est jamais sûr de récolter. Deuxième inconnu, quand on cueille, on n'est jamais sûr de vendre. Et quand on vend, troisième inconnu, on ne décide jamais de son prix de vente. Ce n'est pas un scoop si je vous dis que le département est totalement dépendant des éléments climatiques, que l'on est soumis à des incidents météorologiques souvent violents, propres au climat méditerranéen, comme le vent, la neige, la grêle, les inondations, la sécheresse. Mais concrètement, cela veut dire aussi et surtout que sur les 2 dernières décennies, l'agriculture catalane a dû supporter la grosse grêle de 90, anéantissant à 100% les vignobles et les vergers, vallée de la Tête, la neige de 92, détruisant plus de 500 hectares de serres, la canicule de 2003, dévastatrice pour les personnes âgées, mais aussi pour les cultures sous abri, la tempête de Van Cloves de 2009, dévastant nos serres, et le gel de 2011, rayant de la carte les artichauts et toutes les cultures de plein champ. J'aurais pu aussi vous parler des hivers trop chauds, des étés trop froids, des automnes trop pluvieux, etc., mais qui malheureusement ont des conséquences directes. Car même si les aléas de la météo ont toujours fait partie de notre métier, il est utile de préciser ce soir que la répétition font qu'une grosse partie de ces risques ne sont pas ou plus assurables, en particulier ceux liés aux cultures. Et même si c'est un peu technique, je crois que le vrai défi sera d'arriver
à mettre en place en zone méditerranéenne une véritable assurance récolte. L'intérêt étant de maintenir bien entendu nos productions, il n'y a qu'à regarder la météo de ces jours-ci chez nos voisins pour s'en convaincre. Mesdames et messieurs, si vous me le permettez maintenant, afin de tordre le cou une fois encore à certaines idées préconçues sur notre agriculture, je vous dis non, l'agriculture catalane ne vit pas sous perfusion. Vous savez de quoi je parle avec les fameuses subventions. Elle fait même partie des départements qui en perçoivent le moins. Pour les plus sceptiques, et toutes filières confondues, les aides représentent moins de 7% du chiffre d'affaires agricole départemental. Aides aux investissements lourds incluses, comme les constructions de serres ou les plantations. Vous comprendrez donc que j'ai toujours eu un peu de mal avec les clichés tentant de montrer à qui veut bien l'entendre que l'agriculture n'existe qu'avec les deniers de l'État. Concrètement, ici, nous ne vivons que de notre travail. Sans vous abreuver de chiffres et simplement résumés par la Chambre d'agriculture, les Pyrénées-Orientales, c'est un peu moins de 5000 exploitations qui génèrent environ 0,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Elles participent à l'emploi de près de 20 000 personnes de manière directe ou induite, essentiellement localisées en milieu rural. Je crois qu'on n'a pas encore trouvé mieux pour lutter contre la désertification des campagnes. Pour un seul exemple, un hectare de pêcher équivaut à un équivalent temps plein. Un hectare de tomates à 7 équivalents temps plein. Ces chiffres sont quasiment doublés si l'on tient compte de la commercialisation et du conditionnement. Vous le voyez, avec peu de financement extérieur, nos filières ont une incidence majeure sur l'économie locale. De plus, avec une main-d'œuvre souvent sans qualification particulière, qui peinerait à trouver du travail dans notre secteur d'activité, je crois que l'on peut aussi parler du rôle social de notre agriculture. Après le mot subvention, il y a un deuxième mot qui m'agace passablement quand on l'utilise à tort et à travers, et ça me plaît de le dire, c'est le mot surproduction. Surproduction, c'est le mot qui vous permet de tout expliquer quand ça va mal, surtout par les gens qui ne comprennent rien. Mesdames et messieurs, soyons sérieux. Nos filières sont presque toutes déficitaires dans le rapport production-consommation en France. La surproduction, elle, on la crée artificiellement et politiquement quand par exemple on décontingente les tomates marocaines de toute barrière douanière. Un peu du troc moderne. Toi tu me files tes tomates et moi je te file mes usines. En plus, nous, avec Saint-Charles, en agence de voyage VIP, on est aux premières loges pour les voir passer. 40 centimes rendus Perpignan cet été, quand il nous faut 1 euro, nous, pour les produire. Sans commentaire. La surproduction... La surproduction, on la crée artificiellement également, quand par exemple la grande distribution préfère se goinfrer en masse avec des origines étrangères, moins chères au détriment de l'origine France, plus chère à l'achat. Avec des marges beaucoup plus rémunératrices sur les produits d'importation, on fait le choix délibéré de l'Espagne, du Maroc, du Portugal sur le linéaire, laissant l'origine France en frigo. Ce fut le cas des pêches nectarines cette saison. Alors c'est pour ça que de temps en temps, vous voyez leur beau caddie faire trempette dans la basse, juste à côté d'ici, même si ce n'est pas trop orthodoxe comme méthode de lavage, j'en conviens. Et puis si un jour le lancer de caddie devait devenir une discipline olympique, on serait prêt. Avec un peu de courage politique, pour être plus sérieux, sans pénaliser le contribuable, ni le consommateur, il suffirait de moraliser un tantinet le commerce, en exigeant par exemple un partage plus équitable de la valeur ajoutée. Même sur un marché libéral, ce qui est notre cas, il n'est pas normal qu'avec une salade vendue 1 euro en magasin, on ne puisse pas rémunérer correctement la personne qui a sué toute l'année pour le produire. Pour votre information, une saison de salade réussie pour moi, c'est 30 centimes de moyenne le pied de salade, prix producteur. Bon sang, j'espère qu'il n'est quand même pas trop utopique en 2014 de souhaiter y arriver. Et sans vouloir tomber dans le discours syndical, il va falloir politiquement se pencher un jour, avec sérieux, sur les distorsions de concurrence, les vraies, notamment celles de la main-d'œuvre. 12 euros en France, contre 5 euros par jour au Maroc, et cela pénalise fortement la compétitivité de nos exploitations. Car, mesdames et messieurs, ici, à Roussillon, à charge égale, on ne craint personne. Mieux,
Ici, à Roussillon, on a tout pour réussir. Terroir, savoir-faire et produits de qualité. Avec une agriculture responsable, avec des politiques concernées, sans démagogie, on peut, je le pense, relever ensemble le défi d'un avenir meilleur en pays catalan. Maintenant, pour être sincère et objectif, il convient de dire que tout n'est pas noir non plus chez nous. Le département recèle de plein d'exemples qui montrent que quand on veut, on peut trouver des solutions, même dans les cas les plus extrêmes. Celui qui me vient immédiatement en tête, Christine l'a un peu évoqué, est le sauvetage dernièrement de la coopérative agricole Plaine du Roussillon, dossier que je connais bien et pour cause. Grâce à la compréhension et à la réactivité impressionnante de PMCA sur ce dossier, du soutien de ses élus de tous bords, c'est assez rare pour le noter, 35 maires sur 36, nous avons pu bâtir un vrai projet de sauvegarde d'une entreprise agricole en grande difficulté. Pour faire simple, au travers de la vente des actifs immobiliers et la restitution sous forme d'une location-vente avec bail longue durée, Plaine a pu se reconstruire. Il est important de souligner que cette opération est neutre, et je dis bien neutre pour le contribuable, l'entreprise remboursant en loyer les investissements consentis. 3 ans après, avec toute l'humilité nécessaire, Plaine est toujours là, le buste un peu plus droit, la tête un peu plus haute, montrant l'intérêt d'un vrai partenariat public-privé. Je citerai également la mobilisation exemplaire, et là aussi c'est assez rare pour le souligner, des 3 institutions, Agglo, Conseil général et Conseil régional, autour du plan de relance de l'artichaut, après le grand gel de 2011. Cela peut vous paraître un peu anecdotique, mais c'est un plan qui a permis à l'époque le maintien de la production d'artichaut sur le département, et son développement aujourd'hui, puisque la filière, aujourd'hui en surface, est beaucoup plus importante qu'à l'époque. La nouvelle halle du marché de production est à mettre en avant. Cet investissement de PMCA dote véritablement Perpignan et les producteurs de l'outil moderne de commercialisation en circuit court. Je crois que ça c'est notable aussi pour être noté. Dit. Il faut aussi mettre en avant les efforts conséquents du Conseil général et de la région LR dans la filière agricole, agriculture biologique. Ce n'est pas un hasard si nous sommes le premier département bio en France, avec 15% de la surface agricole utile convertie. Ce n'est pas pour rien non plus, grâce à ces 2 institutions, que nos filières se restructurent plus fortement sur la commercialisation, en mettant en avant l'export et les circuits courts. On notera aussi leur appui, je crois que c'est extrêmement important, en tout cas pour l'image de l'agriculture et pour l'image du département. On notera leur appui à la promotion de nos produits, aux signes et démarches de qualité, et vous le savez toutes et tous, comme l'AOC Pommes de terre primeur du Roussillon, la démarche qualité artichaut, l'abricot rouge du Roussillon, la rosée des Pyrénées, le tourisme de terroir, l'agritourisme et la route des vins, pour ne citer que les plus importantes. Mesdames et messieurs, je reste convaincu, quand les hommes savent s'écouter et se comprendre, et vous savez que ce n'est pas toujours le cas, quand les considérations bassement politiques sont mises de côté, bref, quand l'intelligence prévaut sur la bêtise, qu'il est possible ici d'entreprendre de grandes choses. Pour cela, nous devrons continuer à ne pas oublier nos fondamentaux, à ne pas oublier d'où nous venons, tout en gardant bien en mémoire que l'agriculture catalane demeure même aujourd'hui un pilier incontournable de ce beau département. De plus, qu'elle a vocation à nourrir les hommes, ce qui, je crois, mérite le plus grand respect. Pour terminer, permettez-moi de vous remercier de m'avoir donné la parole et permettez-moi de vous remercier de m'avoir écouté. Je le redis, mon témoignage n'a pas valeur d'évangile, il est simplement le ressenti d'un agriculteur de 44 ans, parfois un peu impétueux, mais toujours motivé et passionné par le devenir de sa culture catalane, de son département et de son métier. Je conclurai avec cette excellente phrase de l'écrivain Jean-Michel Guénassia: « Je préfère vivre un optimiste et me tromper que vivre un pessimiste et avoir toujours raison. » Ce qui m'amène à vous dire, seigneurs et seigneurs, à qui mai mourirem. Je vous remercie.